Les ETF, c'est vraiment l'investissement basé sur les preuves et les faits. Il y a plein d'études et de recherches académiques qui montrent que c'est une des meilleures manières d'investir en bourse. Je me reconnais vraiment dans cette philosophie de dire je suis pas meilleur qu'un autre. Le meilleur moyen pour moi d'investir, c'est de maîtriser ce que je peux maîtriser, donc c'est-à-dire les frais, mon exposition, ma fiscalité. Les avantages d'investir en SCPI, la performance, premier avantage. Donc c'est autour, on va dire, de 8% par an. Il y a eu une crise de l'immobilier en France. J'allais dire 2008, ça n'a pas dû être non plus top. Eux, ils font 17 et ils te reversent 5 et ils prennent le reste, quoi. C'est une des seules classes d'actifs où tu sais déjà si tu achètes en dessous de la valeur un petit peu intrinsèque ou pas. Des fois, quand tu as un haut rendement, c'est pas forcément un très bon signe. Bienvenue Mathieu. Bien, merci. Tu vas bien ? Ouais, super, et vous ? Ouais, super, génial. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast pour un peu parler un peu de ton parcours déjà, ce que tu fais, ce que tu apportes dans ton secteur et après surtout sur les SCPI également. Yes, plaisir partagé. Hein. C'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore ? Ok, du coup, moi c'est Mathieu. Je suis conseiller en investissement financier. Je fais aussi des vidéos sur YouTube de pédagogie sur l'investissement, surtout sur les ETF. Ça, c'est un peu mon dada, les ETF, on va dire. L'investissement passif. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai creusé aussi beaucoup le sujet des SCPI, de l'immobilier passif, de la pierre papier. Et voilà, sinon, j'ai aussi un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent aller plus loin aussi. Donc, surtout l'investissement passif, évidemment, plus la bourse et les ETF, mais aussi sur d'autres thématiques autour, donc justement les SCPI, les obligations, un peu le crowdfunding, etc. Ok, mais merci beaucoup pour cette présentation. Comment tu as démarré ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours un petit peu ? Ouais, du coup, moi j'ai eu la très grande chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné une éducation financière. Du coup, eux, ils ont plutôt investi en immobilier. Donc on sait que l'immobilier, c'est puissant. Hein. Et ils ont un petit peu boursicoté, mais c'était pas tout à fait ça. Moi, ils m'ont toujours un petit peu sensibilisé à ces sujets-là. Et donc, très tôt, moi, j'avais assurance vie, j'avais un compte titre, etc. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, surtout dans la bourse, justement. Donc, l'immobilier, eux, ils ont 3-4 biens et ça se passe très bien. Donc, je me suis dit, c'est trop bien. Et la bourse, j'ai essayé de creuser un peu le sujet. Et puis après, j'ai creusé tous les sujets parce que c'est vraiment devenu une passion, quoi. Et justement, pourquoi la bourse et pourquoi tu n'as pas suivi un peu le parcours de tes parents en investissant dans des biens immobiliers ? Ouais, pourquoi la bourse ? Parce que déjà, c'est très accessible. Donc moi, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, hein mais tu peux commencer à investir avec 10 euros. Tu n'as pas besoin de faire un prêt IMO. Tu n'as pas besoin de trop de responsabilité au début et de trop de commitment, quoi, trop d'engagement dessus. Donc la bourse, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire dessus. Et après, les marchés financiers, je trouve ça passionnant. Donc c'est hyper intéressant, toute la psychologie surtout qu'il y a derrière. Donc ça m'a un peu transcendé, donc j'ai vraiment approfondi ce sujet. Mais après, l'immobilier, c'est dans un coin de ma tête, un jour ou l'autre, j'aurai de l'immobilier physique aussi. Ouais. Ouais, c'est important de diversifier. Exactement. Ok, et t'as démarré comment sur YouTube, c'est ça ? Enfin, entre guillemets, ton parcours entrepreneurial, pas ton parcours d'investisseur. Ouais, sur YouTube. C'est ça ? D'abord, dans un premier temps, ouais. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Ok. les premières vidéos, ouais. Et aujourd'hui, juste pour qu'on resitue, t'as combien d'abonnés sur YouTube ? On est autour de 68 000, il me semble, abonnés. C'est énorme. Ouais, surtout dans ce secteur, on sait que c'est quand même niché, hein, malgré... Enfin, nous, on en parle toute la journée, mais ça reste un truc très niché, donc c'est hyper impressionnant. Ouais, donc clairement, la croissance maintenant, elle est plus exponentielle. Enfin, c'est plutôt une croissance un peu linéaire. Mais oui, c'est une niche qui a pas la plus grande profondeur, mais après, je pense que quand même, rien qu'avec quelques abonnés, moi personnellement, hein, je sais que tout ce qui est accompagnement, etc., me faire connaître et pouvoir même vivre un petit peu de cette activité-là, à partir de 6-7 000 abonnés, ça prenait déjà, quoi. C'était quelque chose qui était faisable, quoi. C'est ça. Donc, tu es parti sur de la formation. Enfin, c'est ça, hein, tu formes des gens à investir en bourse et notamment avec les ETF, je crois. Ouais, voilà. Je forme via le programme et après, chez aussi SIF, on fait aussi des
des prestations d'accompagnement personnalisé. On fait aussi de la distribution de SCPI. On peut faire aussi du personnalisé. Après, ça plaît beaucoup la formation parce que le but, c'est de rendre les gens 100% indépendants. Alors que quand on accompagne, forcément, on est toujours à côté et finalement, la personne, elle est toujours un petit peu dépendante. Donc, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui veulent vraiment des trucs clés en main et qu'on les accompagne et qu'on fasse tout pour eux. Et il y en a d'autres qui veulent se former et s'éduquer sur le sujet. Et voilà. Et j'avais une question, parce que tu es quand même très axé ETF. Et du coup, tu as quand même tu as appris et tu as maintenant une connaissance assez large du domaine sur les marchés financiers. Et pourquoi être orienté sur les ETF? Ouais, les ETF. Et pourquoi pas le stock picking, par exemple, c'est ça? Ou d'autres Ouais, exactement, stratégies d'investissement en bourse. Alors, à la base, moi, j'ai fait aussi un parcours d'ingénieur. Donc, j'ai un esprit un peu scientifique, cartésien, etc. J'aime bien quand c'est appuyé scientifiquement, qu'on me dit que, voilà, qu'il y a des études. Et il se trouve que les ETF, c'est vraiment le courant qu'on appelle un peu EBI, donc Evidence-Based Investing, donc l'investissement basé sur les preuves et les faits. Et il y a plein d'études et de recherches académiques qui montrent que c'est une des meilleures manières d'investir en bourse parce qu'en fait, c'est très très dur de battre les marchés. Et donc moi, je me reconnais vraiment dans cette philosophie de dire, je ne suis pas meilleur qu'un autre et le meilleur moyen pour moi d'investir, c'est plutôt d'aller chercher des ETF et pas chercher à faire mieux que les autres via du stock picking ou via du trading ou autre, mais plutôt de maîtriser ce que je peux maîtriser, donc c'est-à-dire les frais, c'est-à-dire mon exposition, c'est-à-dire voilà, des choses comme ça, ma fiscalité. Et donc, je mets tout en œuvre pour optimiser tout ce que je peux maîtriser. Et ce que je ne peux pas maîtriser, je vais plutôt avoir tendance à diversifier et donc à aller chercher plutôt des ETF. Et ça marche très très bien historiquement. Et comme je disais, donc c'est très appuyé par tout un tas d'études statistiques, etc. Sur le long terme, en gros, sur 20 ans, les gestionnaires qui essaient de faire mieux que le S&P 500, ils sont seulement 6% à faire mieux. 94% font moins bien que le marché, font moins bien que le S&P. Donc toi, en fait, en tant que particulier, avec ton simple petit ETF, tu peux arriver à faire mieux que 94% des pros. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est clair. Et donc moi, je ne veux pas prendre le risque en fait, de faire du trading ou de faire du stock picking et en fait passer à côté d'une belle performance, échouer. Je préfère avoir peut-être une performance qui est moyenne. Le fait est que la performance, historiquement, la performance a été très bonne et c'est très dur de faire mieux que des ETF. Donc, je préfère pas prendre ce risque-là et m'en remettre à l'evidence-based investing. À la science. Voilà, à la science un petit peu. Ok. Et dans ton portefeuille aujourd'hui, du coup, tu n'as que des ETF ou t'as diversifié aussi avec d'autres types d'actifs Non, j'ai plus que des ETF. Donc, j'ai des ETF en actions. J'en ai aussi en obligations. Après, j'ai aussi des fonds datés à échéance, j'ai aussi des SCPI du coup, j'ai du crowdfunding, j'ai un tout petit peu d'actions individuelles sur un PEA-PME, malheureusement il n'y a pas d'ETF dessus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu de private equity et je pense qu'on a fait le tour. Ok. Vu que nous, on va dire qu'on aime bien tourner les sujets vers l'IMO, c'est quoi la part d'immobilier aujourd'hui dans ton portefeuille, vu que pour l'instant, c'est, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est avec des SCPI aujourd'hui, pas encore en physique, mais du coup, ça représente quoi dans ta stratégie? Ouais, ça représente autour de 10%, je dirais, de mon patrimoine, sachant que j'investis aussi en société, parce que les SCPI en société, ça peut être quelque chose de très bien pour une trésorerie d'entreprise. Super, on va y venir tout à l'heure. Et puis après, je sais pas si on prend le crowdfunding en compte, c'est un petit peu de l'immobilier, c'est un petit peu aussi des obligations. Si, ouais, carrément. Ouais, mais du coup, j'irai entre 10 et 15%. Ok. Et vis-à-vis de l'investissement en crowdfunding, tu as investi via quelle plateforme? J'aime beaucoup Clubfunding. Clubfunding, ils font des très bonnes choses. Après, je diversifie en plateforme. Donc, j'ai aussi la première brique, Razer, Ominity, Baltis. J'ai aussi WeSeed. Ouais, tu les as toutes, quoi, presque. Non, il y en a une quarantaine et je crois que j'en ai une dizaine. Ok. Bon, ouais, c'est diversifier aussi les plateformes, quoi. Ouais, ça, c'est aussi important. Ouais.
Et j'avais une question du coup pour entrer un peu dans le sujet des SCPI. Première question un peu basique. Quels sont les avantages d'investir en SCPI? Yes, donc SCPI, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, juste c'est Société Civile de Placement Immobilier. Donc en gros, nous, en tant qu'investisseurs, on va devenir associé de la société et on va prendre des parts et on va du coup être bénéficiaire des loyers, de la quote-part qui nous revient. Bon, il y a des frais, etc., on y reviendra. Les avantages d'investir en SCPI, déjà, c'est la performance. Ça, c'est, je pense, le premier avantage. Performance, donc c'est autour, on va dire, historiquement, sur les 40 dernières années, le retour sur investissement, il est autour de 8% par an. Bon, sachant que ça s'est un petit peu érodé ces dernières années. Là, les SCPI elles versent plutôt entre 4 à 5%, on va dire, de loyer. Mais il faut prendre en compte aussi la revalorisation des parts. Donc, si les biens immobiliers prennent de la valeur, les parts des SCPI peuvent augmenter. Et donc, ça fait une plus-value aussi pour nous. Mais voilà, ça, c'est un petit peu le premier point. Performance, forcément, on ne va pas prendre un truc qui n'amène aucune performance. Je dirais, deuxième point, c'est l'absence de gestion pour l'investisseur. Ce que j'allais dire. Voilà. Parce qu'effectivement, si on parle que performance, bon, quelqu'un qui veut chercher que de la performance, il ira peut-être dans l'immobilier physique avec un effet de levier. On peut avoir des choses qui sont plus intéressantes si on a un bien rentable, etc. Bon, vous connaissez. Oui. On peut aller chercher des performances, même du cash flow, etc. Ce qui est impossible en SCPI d'aller chercher du cash flow en soi, ou presque impossible. On peut investir à levier, à crédit aussi en SCPI. On y viendra après aussi. On y viendra. Mais donc voilà, donc là par contre il n'y a aucune gestion, c'est-à-dire que l'investisseur qui est donc associé de la SCPI, lui il fait rien, il délègue à 100% et c'est la société de gestion qui gère tout. Bon, derrière il y a des frais, évidemment il y a des frais de gestion, mais ça c'est un gros point. Moi c'est aussi pour ça que j'investis en SCPI, c'est que derrière j'ai rien à faire dessus, c'est passif. Et puis troisième point je dirais c'est super résilient parce que en fait en SCPI on va avoir tout un parc immobilier. Déjà, on peut diversifier en termes de SCPI. Donc, on peut avoir plusieurs SCPI dans son portefeuille. Mais déjà, dans une SCPI, il faut savoir qu'il y a plusieurs biens IMO. Il y a souvent c'est des bureaux, c'est des commerces, c'est des résidences aussi, c'est des entrepôts de logistique. C'est des choses, des fois, qu'on n'aurait pas, nous, en perso, en tant que particulier. Donc, ça permet de bien diversifier son patrimoine. Vas-y, c'est très diversifié. Il n'y a pas que du résidentiel. Alors, tu as des SCPI qui sont thématiques. Et donc, ça sera que des bureaux ou que des commerces. Tu as des SCPI qui sont diversifiés. Après, si tu prends des thématiques, tu peux aussi diversifier avec plusieurs SCPI, avec plusieurs thématiques. Mais sinon, clairement, si tu veux diversifier ton patrimoine, tu as des SCPI diversifiés qui font très bien les choses. Et pareil, donc là, il y a plusieurs biens IMO, donc dedans, il y a plusieurs locataires. Si un jour, il y a un locataire qui part, il y a un locataire qui ne paie pas, ça peut se sentir finalement dans la performance parce que la SCPI, elle a, je sais pas moi, 200 locataires. Souvent, des fois d'ailleurs, c'est des grosses entreprises. Ouais. Des bureaux de grosses entreprises, des bureaux de banques, ou voilà, ça peut être des entreprises du CAC 40 d'ailleurs, des choses comme ça. Donc c'est très résilient historiquement. Les SCPI, ça existe depuis les années 60-70. Et elles ont toujours versé plus de 4% de rendement. Et il y a eu juste 2-3, plusieurs années de baisse. C'était simplement dans les années 90. Il y a eu une crise de l'immobilier en France. J'allais dire 2008, ça n'a pas dû être non plus top pour les SCPI. Justement, 2008, 0% de performance. Tu vois, ça n'a pas perdu. C'est déjà bien par rapport au reste du marché. Donc ça a perdu un petit peu en prix de départ. Mais ça a quand même versé des loyers. Au final, ça fait 0% en moyenne. Okay. Et c'est là où, en fait, c'est super résilient parce que si toi, tu as de la bourse à côté, par exemple, si tu as des SCPI, ça permet de bien amortir. Pareil, en 2020, les SCPI, elles se sont très bien comportées pendant le Covid. Ok. Et j'avais une question, justement, parce qu'il y a un rendement à peu près de 4%, c'est ce que tu disais ? Actuellement, ouais. Autour de 4,5%. Sauf que le livret A aujourd'hui, il est à 3%. Il risque d'augmenter prochainement également, vers cet été à peu près. Donc, voilà. Quel est l'intérêt, en fin de compte, si le livret A arrive à 4%, d'investir aussi dans des SCPI ? Ouais. Bon, le livret A, déjà, il est toujours à 3 pour l'instant. Pour le moment, il est toujours à 3. La personne qui a accès au LEP, le livret épargne populaire, il est à 6,1%. Ouais, c'est ça. Donc là, la personne qui se dit, est-ce que je commence un SCPI ou est-ce que je
j'alimente plutôt mon LEP, alimente plutôt ton LEP. Clairement, à 6,1% net de fiscalité, c'est quand même mieux que des SCPI. Mais sinon, en fait, les SCPI, c'est quand même un investissement sur le long terme. Certes, ça fait 4,5. Là, 2022, ça va faire à peu près 4,5 de loyer. 2021, ça fait 4,45, il me semble. 2020, enfin voilà, c'est autour de 4,5. Yes. Mais le livret A, en 2020-2021, il faisait pas 4,5. Non, loin de là. Ouais. Voilà. Et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais 2023, 2024, peut-être que l'inflation va retomber, peut-être que le taux du livret A aussi, et tu seras bien content d'avoir des SCPI qui te versent 4,5. Sachant qu'aussi, il faut compter la revalorisation des C'est parts. ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est pas que du rendement, c'est pas que du loyer, c'est que là où dans un livret A, c'est purement de la rémunération d'épargne, là, tu as aussi la valorisation des biens dans la SCPI, quoi. Et puis, Exact. il faut, quand on investit sur ce type de placement, je pense qu'il faut voir long terme aussi également. Oui, il faut voir long terme. Il faut compter minimum, on dit en SCPI, c'est 8 ans. Ok. Ok. Moi, j'avais une question, j'aimerais qu'on reparte un peu sur les bases, parce que donc là, on a compris avantage, le rendement qui est quand même supérieur à ce qu'on peut trouver globalement ailleurs, hyper résilient, même en cas de crise, ça résiste bien, et puis zéro gestion, donc voilà, il n'y a pas... C'est 100% passif. Dans le fonctionnement maintenant, en fait, ça marche comment? Il y a une société de gestion qui va gérer les biens que la SCPI achète, c'est bien ça? Exactement. Ok, donc en fait, c'est comme si nous, on investissait tous les trois enfin, on montait une SCI, entre guillemets, tous les trois, mais en fait, on n'est pas trois, on est 1000, et on achète des biens, et il y a une société qui les gère pour nous. C'est un peu ça, en fait. C'est exactement ça, ouais. Ok, Et après, la société de gestion, elle prend des frais. ok, Et donc là, quand on dit 4,5, c'est net de frais déjà. Net de frais de gestion. Ok. Donc c'est affiché net de frais. Et il y a un type de frais qu'il faut particulièrement prêter attention dans la SCPI, c'est les frais de souscription. Donc en fait, ça, c'est des frais qui, globalement, pour l'épargnant, ils vont se voir surtout à la revente. Donc ils sont autour de 10%. Donc par exemple, tu mets 1 000 € dans des SCPI. Quand tu vas vouloir revendre tes parts, imaginons que le prix n'a pas bougé, toujours à 1000, tu vas pouvoir les revendre 900, 10% en moins. Ok. Donc c'est pour ça notamment qu'il faut au moins rester quelques années, parce que sinon... Pour absorber ouais. ce coût de revente. Exactement, pour absorber et pour lisser dans le temps ce coût, ces frais de souscription. Aujourd'hui, il existe maintenant des SCPI sans frais de souscription. Donc ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi que c'est sans frais de souscription, mais derrière, il y a des frais de gestion qui sont un peu plus élevés. Et aussi, il faut aussi faire attention parce que des fois, il y a des frais à la sortie. Donc, s'il n'y a pas de frais de souscription, si tu revends avant 3 ans, il y a des frais à la sortie. Mais donc, si tu les gardes plus de 3 ans, après, il y a plus ces frais à la sortie. Donc ça, il faut faire attention. Et souvent, les SCPI, elles sont pointées du doigt à cause de leurs frais. ouais. Mais en fait, si c'est quand même bien calculé, et puis déjà, les rendements, ils sont affichés net de frais. Et si c'est bien calculé, si c'est sur le long terme, il y a moyen quand même de bien lisser ses frais et d'optimiser les choses. Je suppose que c'est hyper variable, mais du coup, les frais de gestion, donc sans parler des frais de souscription, etc., mais ça représente combien à peu près sur... Ouais, ça représente 12 à, je dirais, 17%. Ok, donc ça veut dire que... Dans cette fourchette. Donc quand on te propose un rendement à 5, en fait, eux, ils font 17 et ils te reversent 5 et ils prennent le reste, quoi. Eux, ils font 6% et ils prennent 17% de 6. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Donc c'est très différent. Ok. Ouais. 17%. Non, mais oui, c'est pour énorme. ça je trouvais ça énorme. En fait, ils prennent 17% des bénéfices, quoi. Ouais, ok. Ils prennent 17% et après, toi, tu as le reste des bénéfices. Enfin, Ok. des loyers. Et ça, les frais, ça dépend des SCPI? Les frais, ça dépend des SCPI, ouais. C'est chaque société de gestion a sa politique. Mais après, on a des moyennes et ça tourne toujours autour de ça, quoi. Ok. Et toujours pour parler du fonctionnement des SCPI, aujourd'hui, je veux investir en SCPI, je mets 1 000 € sur une SCPI. Ces 1 000 €, la SCPI, ils vont en faire quoi? Donc, ces 1 000 €, ils vont les prendre et ils vont les Prendre investir. des frais. Ouais, ils vont prendre des frais, effectivement. Mais ils vont les réinvestir. Alors, en général, c'est pas que une personne qui investit 1 000 €, mais c'est plusieurs personnes qui vont investir. Et au total, ça va faire peut-être, je sais pas moi, 10 millions d'euros de collecte. Et avec 10 millions, ils vont acheter un nouveau bien, etc. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi dans les SCPI,
c'est souvent il y a un délai de jouissance. Ça veut dire que tu investis 1 000 € aujourd'hui, mais tes premiers loyers ils vont tomber dans 6 mois. En moyenne, c'est 6 mois le délai de jouissance. Et en fait, ça laisse à la société de gestion 6 mois pour savoir comment on va faire de la nouvelle collecte et investir dans un nouveau bien pour investir les nouveaux fonds. Parce que c'est pas. Tu peux pas rentrer quand tu veux dans une SCPI, c'est ça? C'est quand il y a des moments de collecte? Non, tu peux rentrer quand tu veux. Ok. Tu peux rentrer quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Et la SCPI, il y a 2 types de SCPI, capital fixe et capital variable. Capital fixe, c'est plus compliqué, mais en général, c'est des SCPI à capital variable. Donc, en fait, eux, ils ont des collectes et ils augmentent le capital de la société. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux rentrer quand tu veux. Ouais. Ok. Et sortir quand tu veux aussi? Sortir, ouais. Alors, c'est pas à côté comme les actions en bourse. Ouais. La liquidité, elle est moindre, on va dire. Mais il y a quand même la liquidité. En général, les délais, c'est en ce moment autour de 3 à 4 semaines pour revendre ses parts. Et donc, soit tu peux les vendre à des nouveaux acheteurs, soit c'est la société de gestion qui va les acheter, qui va les reprendre. Donc, voilà. Donc, en général, ça se passe bien. Il pourrait, ça c'est un risque, avoir un risque de liquidité un jour. C'est-à-dire, plus personne veut acheter des parts de SCPI et plus compliqué, en tout cas pour la partie revente à d'autres personnes, quoi. Et comment sont définies les parts de SCPI? Les prix des parts? Ouais, exactement. Le montant, la valorisation d'une part, Ouais. comment ça fonctionne? Ça, c'est la société de gestion qui définit un prix à l'entrée et après, c'est tout simplement si le prix est revalorisé, un petit peu comme un ETF, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la société de gestion qui définit le prix initial et après, c'est au gré de la valorisation des parts, quoi. D'accord, mais c'est quand même valorisé sur la valorisation du patrimoine qu'il y a dans la SCPI, ou pas forcément? Tu veux dire ensuite les variations Et oui, ouais. parce que j'achète des parts j'achète 1 000 € de SCPI. Dans 10 ans, je veux revendre. Il y a eu 5% ou 6% d'évolution sur le marché de l'immobilier. Comment ça se passe? Yes, je croyais que tu parlais du prix initial. Mais oui, d'accord. Donc, dans la revalorisation, donc là, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est la valeur de réalisation de la SCPI. En gros, c'est combien coûte la SCPI si toi, demain, tu as beaucoup d'argent et tu veux tout racheter. Combien ça coûte? Donc, si j'achète à la fois les dettes, tous les biens, etc., mais aussi combien ça va me coûter les frais de notaire, etc. Donc, vraiment tout. Tu dois tout racheter, combien ça coûte. Ça, c'est la valeur de réalisation de la SCPI. Et l'AMF qui contrôle les SCPI a des règles. Les SCPI, en fait, elles n'ont pas le droit d'afficher un prix de souscription de la part au-delà d'un delta entre cette valeur-là de réalisation de moins 10 plus 10%. Okay. Donc, si les biens de la SCPI prennent de la valeur, si le prix de souscription il est inférieur à la valeur de réalisation, s'il fait autour de moins 8%, moins 9%, ça va. Dès qu'il va dépasser, la société de gestion elle sera obligée de revaloriser son prix de la part. Et donc, ça fera une plus-value pour tous les investisseurs, tous les associés de la SCPI. Mais du coup, ça, c'est un critère très important quand on achète une SCPI. Quand on achète des parts de SCPI, il faut regarder à quel point on achète avec un discount ou pas, quoi. Donc ça, c'est super important. C'est une des seules classes d'actifs où tu sais déjà si tu achètes en dessous de la valeur un petit peu intrinsèque ou pas. En bourse, on ne le sait pas forcément tout le temps. Enfin, c'est plus dur à déterminer. C'est très dur à déterminer. C'est plus dur. Là, on peut voir directement valeur de réalisation, elle est de temps. Le prix, il est de temps. Et du coup, est-ce que j'achète plus cher que la valeur de réalisation ou pas? Et si j'achète moins cher, il y a des SCPI, on peut les acheter à moins de 9% par exemple, on se dit c'est probable que si ça continue à grimper, un jour on aura une revalorisation des parts, quoi. Ok. Ouais, c'est un indicateur important quand même. C'est un indicateur très important pour un investisseur en SCPI. Ok. Et tout à l'heure, on a évoqué le fait de pouvoir investir à levier, parce que je pense que c'est un truc... pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait une des plus grandes forces de l'immobilier, entre guillemets physique. On peut investir à crédit dans une SCPI même aujourd'hui? Ouais, on peut investir à crédit dans une SCPI. Il faut juste savoir qu'en général, il y a un spread un petit peu. Donc, si tu as un prêt IMO aujourd'hui pour une résidence principale à 2,5%,
le prêt pour les SCPI sera plutôt à 3-3,5%. Ok, ouais, donc Ah ouais, ils prennent le risque, entre guillemets, je suppose. Ça pose une question parce que la Ça. personne qui achète une résidence principale, elle n'aura pas de revenus derrière forcément, ou en tout cas, il y aura peut-être le loyer en moins à payer. Mais en soi, un investisseur qui achète des parts de SCPI, il achète quand même un parc bien plus diversifié qu'une résidence principale. Donc voilà, c'est la politique des banques. Après, il faudrait demander à un banquier pourquoi ça. Mais Après, voilà, ça me paraît déjà compliqué s'il y a un taux à 3 ou 4% aujourd'hui, mais quand on nous prête à 4% pour investir en SCPI et que le rendement est à 4 ou 5. Oui, non, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et ouais. Ça se fait encore, mais c'est forcément moins rentable qu'avant. Et comme je disais, même avant, hein, même avec des taux à 2 ou des taux faibles, impossible d'avoir du cash flow, presque impossible avec des SCPI. Il y aura toujours un effort d'épargne. Donc voilà, ça s'adresse à des investisseurs qui veulent pas forcément gérer leurs biens et avoir des problèmes avec des locataires, des trucs ou quoi. Mais en tout cas, des investisseurs qui veulent zéro gestion, qui veulent zéro charge mentale, mais forcément, le prêt à payer, c'est un effort d'épargne tous les mois, quoi. Donc aujourd'hui, on peut investir à crédit. Donc voilà, on l'aura compris, c'est pas pour faire du cash flow, hein, c'est pas du tout la même approche. Niveau fiscalité, ça se passe comment? Alors, niveau fiscalité sur les CPI, globalement, c'est des revenus fonciers. Ok. Donc quand on investit en tant que particulier, on va être assez imposé au final, voire trop. Donc ça, c'est clairement un point à regarder, très très important même, pour optimiser cette fiscalité. Il y a plusieurs choses à faire. Parce que voilà, donc si quelqu'un il a une TMI à 40%, 41%, 45%, plus les prélèvements sociaux, Il se fait allumer. voilà. Le rendement, on disait qu'il était à 4,5, 5. Il se fait allumer, il prend plus que divisé par 2. Donc rester sur un livret A, ça semble plus cohérent, clairement. D'ailleurs, en termes de rendement, on l'a pas dit ça, mais ça va de 4. Hein. Par exemple, en 2022, là, il y a des SCPI qui ont versé jusqu'à 7. On peut quand même sélectionner des belles SCPI. Même les SCPI, par exemple, de Quorum, là, elles ont affiché en 2022 autour de 10% parce qu'elles ont versé 6-7% et elles ont revalorisé 3-4%. Ok. Donc, des fois, il y a quand même des belles performances. Si on crée bien son portefeuille, on peut faire un peu mieux que la moyenne quand même. Juste, je te coupe tant que tu es dans... Tu disais que c'était des revenus fonciers. Peu importe les biens que détient la SCI, ce sera toujours considéré comme des revenus fonciers fiscalement? Ouais, alors, tu as aussi des SCPI qui sont des SCPI fiscales, où là, elles font du Pinel, elles font du déficit foncier. Elles font du déficit foncier, elles peuvent faire des choses comme ça. Et là, ça peut réduire aussi tes impôts à toi. Bon, après, c'est pas toujours les plus efficaces et les plus intéressantes. Il y a d'autres moyens d'optimiser sa fiscalité. Tu as les SCPI de capitalisation déjà. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'elles te versent 0 loyer. Elles réinvestissent dans la SCPI. Et donc, ça fait plus augmenter le prix de la part. Ça fait penser aux ETF. Voilà, un peu comme des ETF capitalisants. Après, tu as les SCPI étrangères. Ça peut être pas mal aussi. C'est des SCPI qui vont investir, en général, c'est dans l'Europe, mais où on va bénéficier de la fiscalité étrangère, par exemple la fiscalité allemande ou quoi, qui sera plus clémente que la fiscalité française. Et comme il y a des accords de non-double imposition, on peut optimiser comme ça. Après, tu as tout ce qui est démembrement. Donc, ça, vous connaissez, j'imagine, en IMO. Mais il y a moyen aussi, par exemple, d'acheter uniquement la nue propriété, par exemple, pour pendant 10 ans, imaginons. Et donc, pendant 10 ans, tu touches 0 loyer. Par contre, tu achètes tes SCPI avec une promotion, j'allais dire un discount, enfin, une réduction. Et donc, dans 10 ans, tu récupéreras l'usufruit, donc tu récupéreras les loyers, etc. Et en 10 ans, tu auras fait forcément une plus-value, puisque, forcément non, bon, si le prix a diminué, mais bref, si tout se passe bien, tu auras fait une plus-value, puisque tu as acheté avec une réduction importante. Et donc là, tu peux avoir une performance un petit peu nette de fiscalité. Ouais, je vois. Donc ça permet, tout ce que tu viens de dire, ça permet de limiter la fiscalité sur les loyers, surtout si c'est capitalisant. Du coup, donc ça, c'est pour la fiscalité sur les loyers. Si tu revends une part de SCPI, c'est le même tarif? C'est-à-dire si tu choisis par exemple du coup une SCPI capitalisante, donc tu vas pas toucher le loyer, c'est toujours investi, donc tu vas pas te fiscaliser dessus. Le jour où tu veux revendre tes parts, c'est
C'est la fiscalité de la plus-value immobilière. Ok. Des Ah, particuliers. Voilà, à 19% au début, plus prélèvements sociaux et Ouais. avec des abattements Oui, plus tu... Sur la durée de détention. sur la durée de détention. Et après, il y a une dernière chose qui peut être super intéressante en SCPI pour optimiser sa fiscalité, c'est l'assurance vie. Donc là, au lieu d'acheter en direct, tu achètes via une assurance vie. Et comme c'est une enveloppe capitalisante, si tu touches des loyers dedans, tu n'es pas imposé tant que tu ne retires pas en fait de ton assurance vie. Et tu as la fiscalité de l'assurance vie. Donc au bout de 8 ans, tu as un abattement de 4 600 € sur la plus-value si tu es célibataire, 9 200 pour un couple. Et c'est un abattement qui se renouvelle tous les ans, ce qui est pas mal. Donc ça peut être aussi très intéressant. L'inconvénient, c'est que tu peux avoir des frais. Donc là, il faut bien choisir son assurance vie. Mais si tu choisis une très bonne assurance vie, ça peut être des choses intéressantes. Personnellement, j'investis aussi Donc moi, j'investis via ma société en SCPI. Et en perso, j'investis uniquement en assurance vie. Ouais, tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup, ça peut être, pour éviter ce problème de fiscalité, si on veut placer sa trésorerie en tant que société, ça peut être aussi hyper intéressant, du coup. Ouais, clairement. Donc ça, c'est plutôt l'usufruit en société. D'accord. Donc là, au lieu d'acheter la nue propriété, tu achètes l'usufruit, donc toujours du démembrement temporaire. Et tu achètes l'usufruit, donc par exemple, je sais pas, sur 5 ans, tu vas toucher que des loyers. Donc par exemple, tu achètes une SCPI pour 1000 €, imaginons sur 4 ans. Enfin, tu n'achètes que l'usufruit. Tu vas toucher tous les ans, par exemple, 250 € par an. Donc au bout des 4 ans, tu auras 250 fois 4, ce qui fait 1000. Donc c'est pas un bon exemple ce que je viens de dire, parce que forcément tu dois avoir plus que ce que tu as investi. Donc plutôt tu as 300 € tous les ans, fois 4, ce qui fait 1002. Donc là, tu as fait une plus-value. Et ensuite, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que dans ta société, tu peux amortir ton usufruit. Donc ça réduit ta base imposable oui. et ça réduit ton IS. Et donc après, tu peux avoir des TRI qui peuvent être super intéressants en société avec de l'usufruit. Tu peux avoir un TRI entre, je dirais, 7 et 12% si tu fais bien les choses, quoi. Ce qui est super. Ouais, donc en vrai, investir en SCPI via une société, c'est la meilleure optimisation. Enfin, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, ça dépend de la TMI, bien sûr. Mais quand on a une société, vaut mieux investir en société qu'en nom propre. Ou pas forcément. Tout dépend de ton objectif. C'est-à-dire, si tu Ouais. veux des revenus, si tu es à la retraite et que tu veux te verser des revenus grâce à tes SCPI parce que c'est pour vivre, etc., ben là, en société, c'est plus compliqué parce que tu vas quand même devoir sortir, etc. Et donc, imaginons que tu es à l'IS, ça fait IS plus flat tax. Donc, il y a moyen d'optimiser plus les choses. Donc, tout dépend. Tout dépend de tes objectifs. Mais Ouais. pour faire travailler sa trésor, Pour faire travailler sa trésor, ouais, ça peut être super intéressant, ouais, effectivement. ok. Et aussi pour la transmission de patrimoine, ça peut être super intéressant. Parce que les SCPI, donc comme c'est des parts, il n'y a pas, lors d'une transmission, c'est pas en indivision où il y a souvent beaucoup de problèmes dans Oui. une transmission de biens immo quand il n'y a pas d'SCI ou des choses comme ça. Mais en SCPI, comme c'est des parts, tu donnes 50% des parts à l'un, 50% à l'autre. Ouais, effectivement. Et voilà. Et puis aussi, tu peux démembrer avant le décès, tu peux démembrer. Donc donner déjà la nue propriété à tes enfants et tu gardes l'usufruit, donc tu gardes les loyers. Et puis lors du décès, il y a le démembrement il n'y a plus le démembrement et Oui. l'usufruit revient au nu propriétaire sans droit de succession. Donc ça aussi, ça peut être un bon levier aussi. Ouais. Faut l'anticiper quand même un peu. Ouais, la transmission, c'est que de l'anticipation de toute façon. Mais c'est clair, ouais, tu peux pas faire ça la veille, c'est compliqué. Ok, et comment tu sélectionnes tes SCPI? Est-ce qu'il y a des critères que tu vas regarder en priorité? Où est-ce que tu les trouves aussi? Parce qu'il y en a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de sociétés de gestion aussi. Ouais, où est-ce que tu les trouves et qu'est-ce que tu regardes pour en choisir une? Où est-ce que tu les trouves les informations ou est-ce que Ouais, les informations, où est-ce ouais, que tout tu à fait. achètes? Ok. Donc, moi, je dirais pour analyser une SCPI, tu as plusieurs paramètres. Donc, déjà, on a déjà parlé de la valeur de reconstitution. Donc, ça, super intéressant, voir si tu es en dessous ou pas lorsque tu achètes et si déjà tu as une potentielle plus-value. Et ça, dès l'achat. ils sont obligés de l'afficher, du coup, c'est ça? Ouais, donc pour trouver les informations, tu regardes les bulletins, c'est là où tu as vraiment les plus grosses infos, c'est les bulletins trimestriels et les bulletins annuels des SCPI. Ok. Donc là, c'est assez bien détaillé. Tu as le détail
du bilan, de ce qui s'est passé cette année, des achats, de tous les immeubles en plus ou moins de détails, mais voilà, et tu as tout ça, la valeur de réalisation, etc. Ensuite, tu peux regarder l'indicateur, le TOF, TOF. Donc, c'est le taux d'occupation financier. Et donc, en gros, c'est l'ensemble des loyers que tu perçois divisé par l'ensemble des loyers que tu devrais percevoir si tous les locataires étaient là et tous tes locataires payaient. D'accord. Donc, c'est un taux en pourcentage. Donc, si tu es à 92%, par exemple, 92% de tes biens sont loués et avec des locataires qui payent. Ok. Enfin, en termes financiers, 92% en termes financiers. Pas en termes de nombre, mais sur 10 000 en fait, euros sur potentiels. sur Voilà. tous les loyers que la SCI va encaisser, qu'elle pourrait encaisser, Voilà, elle en a encaissé 92%, quoi. exactement. Ça, c'est le TOF, Donc, taux de restitution, TOF, et ensuite valeur de reconstitution. Oui, pardon. Taux de TOF. Ensuite, tu peux regarder le RAN, le RAN. Donc, c'est le report à nouveau. Donc, ça, c'est est-ce qu'il y a des réserves dans la SCPI? Si un jour, il y a moins de loyers qui sont tombés une année, est-ce qu'ils ont des réserves pour quand même donner aux associés, aux investisseurs? Ensuite, tu peux regarder le PGE. Ça aussi, c'est des réserves, c'est des provisions pour gros entretien. Donc, est-ce qu'ils sont quand même, ils ont une épargne de précaution, entre guillemets, si un jour il y a des gros travaux. Tu peux regarder la capitalisation. Donc, à quel point c'est une grosse SCPI ou pas. Donc, aujourd'hui, tu as des SCPI, je pense la plus grosse, elle est autour de 4 milliards. Donc, quand tu achètes ça, tu peux te dire, j'ai un parc IMO C'est solide. bien diversifié. Donc, tu peux regarder aussi l'historique. Tu as des SCPI qui ont été créés l'an dernier, tu as des SCPI qui sont vieilles de plus de 50 ans. Donc, ça aussi, si tu as une SCPI, par exemple, Épargne-Pierre, elle a plus de 50 ans, elle a historiquement versé au-dessus de la moyenne, et c'est une SCPI à plus d'1 milliard de capitalisation, tu te dis, bon, c'est quand même moins risqué qu'une SCPI qui vient d'être créée l'an dernier. Complètement. Voilà, après tu peux regarder qu'est-ce qu'il y a un peu dans le portefeuille de la SCPI, dans le parc IMO. Est-ce que c'est bien diversifié? Et puis, tu peux... Ouais. Désolé de te couper. La dette aussi, on peut le voir. Ouais, tu peux voir les ratios de dette. Ce qui est bien avec des SCPI, c'est que c'est résilient et c'est des SCPI, enfin, c'est des actifs qui sont très peu endettés, contrairement aux REIT, donc aux SIIC, aux foncières cotées, qui elles sont hyper endettées. Justement, ouais, je pense qu'on y reviendra peut-être Ouais. en fin d'épisode, mais ouais. Là, Ok. les SCPI, elles ont un ratio de dette qui est très limité. Donc, c'est quand même des sociétés qui sont solides financièrement. Ouais, c'est pas juste des trucs qui peuvent s'effondrer à tout moment. Ouais, voilà. C'est quand même solide, ouais. Elles ont une bonne gestion et elles prennent pas trop de risques, en fait. C'est Ok. vraiment un actif bon père de famille, hein, Ouais, en ouais, vrai. sûr. Et ça peut être super intéressant pour diversifier son patrimoine et enfin, pour toutes les raisons qu'on a dit, quoi. J'y Vas-y. vais, je te coupe la parole. Sur les bulletins, tu vois aussi on en a parlé tout à l'heure, mais les frais, du coup, c'est aussi des éléments que tu vois en amont sur les bulletins. Ouais, ça, tu peux même le voir sur le site ou tu peux même le voir sur des comparateurs. Aujourd'hui, tu tapes SCPI Épargne-Pierre, tu tombes sur des sites qui te montrent déjà tout ça. Ça, c'est pas des infos difficiles à avoir. Ça. Ok. Les frais, tout ça, tu les as. Et ce que tu peux regarder aussi, c'est l'historique. Ça, on n'a pas parlé, mais voilà à quel point elles ont respecté un petit peu leur objectif de rendement et combien elles ont versé historiquement. Donc là, top, on a vu un peu tous les points essentiels à regarder avant d'investir dans une SCPI. Mais maintenant, comment on en achète? Enfin, où on en achète surtout? Sur quelle plateforme? Ouais. Où on les trouve? Donc, tu peux soit acheter des SCPI directement auprès de la société de gestion. Donc, tu vas aller voir sur Internet et tu crées ton petit dossier, etc. Soit, en fait, tu les achètes via des conseillers en investissement financier. Et donc, là aussi, il y a plein de plateformes qui se sont montées sur ça. Ce qui est bien... Alors, comment ça marche? C'est soit tu vas donc directement auprès de la société de gestion et tu paieras quand même les frais de souscription. Soit tu vas vers des conseillers en investissement financier et tu paieras les mêmes frais. Ils ne rajoutent pas un surcoût
Alors que derrière, tu as un accompagnement, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Ils peuvent analyser pour toi ta fiscalité, ils peuvent te faire un portefeuille de SCPI. Du coup, comment ça se fait? C'est que les conseillers en investissement financier, ils prennent une part des frais de souscription, c'est ça? Exactement. Ok. La société de gestion, elle reverse une part au conseiller. Donc, le conseiller, il n'a pas de surcoût. Donc, moi, je recommande plutôt de passer par un conseiller qui, en plus, va pouvoir proposer tout un tas de SCPI. Alors que quand on va avoir une seule société de gestion, on n'a que les SCPI qu'elle gère. Donc, les conseillers, moi, je trouve que c'est le plus optimisé. Maintenant, il faut choisir un peu son conseiller. Et il y a des conseillers aujourd'hui qui. Donc, tu as des conseillers un petit peu 2.0, tu as des conseillers un petit peu historiques, tu as des conseillers qui peuvent être pas mal dans le sens où ils peuvent faire du cashback des fois. Donc là, par exemple, tu payes 10% de frais de souscription. En général, la SCPI, elle reverse, la société de gestion, elle reverse 5% au conseiller. Et le conseiller, il peut te verser 2-3% à toi. Donc, ça permet de limiter tes frais de souscription. Donc là, ça, je trouve que c'est super intéressant. Et voilà. Donc, soit société de gestion, soit conseiller. Conseiller, c'est le même coût, mais avec du conseil. Et aussi, tu peux avoir donc du coup du cashback. Et soit aussi, l'autre alternative, c'est via une assurance vie. Et là, par contre, c'est soit les conseillers de l'assurance vie. Donc, ça dépend de ton assurance vie. D'où elle est, ouais. Mais sinon, tu peux faire tout ça toi-même aussi, tout seul, quoi. Ok. Et quand tu disais qu'il y a des conseillers 2.0, en fait, c'est des plateformes en ligne, c'est ça? Ouais, voilà, des plateformes en ligne. Ouais. Ok. Moi, je me posais la question justement, est-ce que tu as des noms d'acteurs de référence euh, Ouais. là-dedans? Et peut-être aussi en société de gestion. Enfin, quelles sociétés de gestion, entre guillemets, sont les plus connues peut-être et proposent selon toi les meilleurs SCPI? Ouais, alors, société de gestion, il y a des grosses sociétés de gestion qui font les choses bien. C'est par exemple la Française. Il y a des SCPI intéressants chez Sofidy. Voilà. Perial. Il y a Quorum aussi. Quorum qui fait des bonnes SCPI. Bon, après, tout dépend du moment où on arrive, hein. Enfin, faut toujours voir les critères qu'on a vus avant. Et puis ensuite, des plateformes donc, de conseillers pour Ouais. souscrire. Il y a Louvinvest qui est arrivé récemment, qui fait, je trouve, des choses vraiment bien, avec du cashback aussi. Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote quand j'ai préparé, qu'on a préparé cet épisode avec Alex et que j'ai fait des recherches sur toi. Je pensais que Louvinvest, c'était ta société, Non, mais pas du tout du coup. Ok. non, ouais. Non, parce que je m'appelle Mathieu Louvet. Ouais, c'est ça. Et non, on me l'a déjà dit. Mais non, c'est différent. Il y a Louvinvest qui est super bien, qui fait du cashback aussi. J'aime bien aussi une autre qui est France SCPI. Elle fait très bien les choses aussi. Et puis, donc là, un peu ma pub, mais j'ai monté aussi un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec un ami qui s'appelle Benoît. Et nous aussi, on peut distribuer des SCPI. Ok. Bon, bah, on va recommander plutôt le test. Ça s'appelle Oui. comment? Ça s'appelle Mona Patrimoine. Et voilà, après, ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter par mail sur mon site, sinon s'investir.fr. Ok. Mais top. Parfait. On l'a évoqué tout à l'heure. J'ai envie de revenir là-dessus parce que ça m'intéresse. Moi aussi, j'aime bien les marchés financiers. Mais je pose la question parce que vraiment, je sais pas du tout. Différence entre SCPI et foncière cotée, par exemple. Ouais, du coup, foncière cotée, donc cotée en bourse, très endettée en général, exposée au marché financier, donc très corrélée finalement aux autres actions, et donc volatilité importante. Et quelques anecdotes, c'est 2008, peut-être moins 60, moins 70% en valeur. Crise des subprimes, crise immobilière, etc. 2020, peut-être moins 50%, j'imagine, Avec le Covid, là. Ouais. avec le Covid. Donc, c'est vraiment deux actifs différents. Et les foncières cotées, moi, je vois plutôt ça comme une très légère diversification en bourse, tellement elles sont corrélées aux autres actions. Ça peut être quand même intéressant d'en avoir. Personnellement, avec des ETF bien diversifiés, tu en as déjà en fait. Oui, qui sont déjà compris dedans. Voilà, tu en as déjà qui sont compris dedans. Et voilà, je sais qu'il y en a qui sont fans de foncières cotées parce que souvent elles versent beaucoup de dividendes, etc. Mais ça, c'est pas forcément. Ouais, un bon signe. Ouais, alors ça, voilà, faut analyser, hein. Des fois, quand tu as un haut rendement, c'est pas forcément un très bon signe. Et puis du coup, SCPI, c'est un peu l'inverse, faiblement endetté.
très résilient. 2020, tout se passe bien. 2008, 0%. Et pas du tout coté, donc il n'y a pas de cette volatilité des prix. Voilà. Les prix des SCPI, globalement, c'est une fois par an. La société de gestion, elle nous dit voilà, plus 2%, ou sinon rien du tout en général. Pourquoi pas un jour, s'il y a une crise IMO, moins quelque chose, hein, ça peut arriver. Mais sinon, c'est tout, quoi. Donc la seule crise qu'il y a eu vraiment sur les SCPI, et ça c'est intéressant peut-être d'en parler, c'est dans les années 90. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait une crise IMO. Et là, ils n'ont pas trouvé mieux de mettre en fait des règles sur les prix des SCPI. Et en fait, ils ne voulaient pas vendre avec un delta, enfin, un certain delta par rapport à la valeur de reconstitution. Et en fait, ça a fait une crise de liquidité. Les acheteurs, ils ne voulaient pas acheter à ce prix-là. Les vendeurs, ils étaient obligés à vendre à ce prix-là, mais peut-être qu'il y en a qui voulaient vendre moins cher. Et donc, ça a fait vraiment une crise de liquidité. Et les SCPI, elles ont pris un sacré coup sur ça. Donc aujourd'hui, s'il y avait la même crise, je pense que ça se passerait mieux pour les SCPI. Ça se passerait pas forcément bien, parce qu'évidemment, c'est une crise IMO. La valeur vénale des biens baisse. Pourquoi ça se passerait mieux selon toi? Parce qu'il y a plus de... Parce que du coup, on sait qu'il ne faut pas faire ça, il faut laisser un petit peu le marché faire et il ne faut pas bloquer les prix comme ça. Ça a été une erreur. Ouais. Et là, il y a plus de... Maintenant, voilà, c'est mieux, ça serait mieux géré, je pense. Mais voilà. Donc, c'était la seule crise qu'il y a eu un peu sur les SCPI. Sinon, depuis 1970, globalement, ça s'est bien passé. Puis, oui, un petit truc à dire, c'est les performances passées et préjugent pas des performances futures. Oui. C'est vrai pour les marchés boursiers, c'est aussi vrai pour les SCPI. Hein, ça peut très bien... Voilà. Et on a dit donc risque de liquidité, et après c'est les risques liés à l'IMO en général, quoi. Donc risque de loyer impayé, risque voilà, le capital non garanti, etc. Ok, juste je reviens, je te recoupe encore une fois, mais je reviens sur les foncières cotées parce que ça m'intéresse. Comment ça se fait que ce soit si volatile et si lié au marché action classique, sachant que je suppose que c'est le même principe, à savoir que des gens se mettent, s'associent, achètent des biens et récupèrent des loyers et voilà. Ouais, bah ça c'est tout simplement parce que c'est la bourse. C'est juste parce que c'est coté, quoi. C'est parce que c'est coté et parce qu'en bourse, ça reflète pas forcément la valeur vraiment intrinsèque de la boîte, mais ça reflète les attentes des investisseurs. Donc en 2020, les investisseurs ils voient qu'il y a le Covid, ils se disent oula, les foncières cotées, ça va très mal se passer dans les années à venir. Et c'est pour ça que le prix baisse, sans forcément que la valeur des biens baisse. Ouais, ok, voilà. D'accord. Donc c'est surtout parce que c'est coté, et du coup ça peut être complètement décorrélé de la valeur intrinsèque. Ok. Tu avais une question? J'avais une question, je l'ai oubliée, mais ça va me revenir. Ok, ouais, donc ouais, je comprends. C'est juste en fait que, comme tu dis, c'est qu'il y a de la spéculation en fait sur le fait que les actifs vont déprécier ou pas, alors qu'en fait, c'est une anticipation, quoi. Exactement. Ok. Et donc, SCPI, foncière cotée, on comprend bien la différence. La SCPI, c'est jamais coté, donc ça reste privé. Donc finalement, la valeur de la SCPI, ce sera toujours la valeur des actifs qui la composent, plus ou moins. Plus ou moins 10%, voilà. Plus ou moins 10%. Et alors que voilà, si c'est coté, en fait, c'est juste ce que les investisseurs pensent que cette valeur vaut et pas vraiment la valeur des actifs. Il y a une grosse mode depuis quelques temps, je dirais mois, années, sur des plateformes type Brix, etc. Selon toi, du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce type de plateforme par rapport à des SCPI? Donc il y a Brix, qui est une plateforme de financement participatif dans de l'immobilier, enfin qui est un peu à part en fait, Brix. Et après, il y a du crowdfunding immobilier, je dirais. Brix, elle est un peu à part parce que c'est des montages un peu bizarres avec des royalties, etc. Mais sinon, les autres plateformes, c'est globalement soit du crowdfunding immobilier, donc c'est des obligations, soit, il y a aussi Realty qui est un peu de... Voilà, c'est tokenisation ouais. immobilière, donc ouais, là c'est en train d'arriver, ça, ouais, d'ailleurs aussi. Yes, c'est en train d'arriver. Et moi, je trouve un avantage au crowdfunding, c'est diversification. C'est qu'on est sur un autre actif, on est sur des obligations, on est sur des performances plus élevées, un actif qui est plus risqué aussi, forcément. Et donc, ça peut être aussi intéressant dans un patrimoine diversifié, en fonction des objectifs, encore une fois. Et voilà, après, il y a des risques. C'est tout un sujet aussi, on pourrait faire un podcast dessus. Mais ouais, ça peut être intéressant. Brix, par contre,
C'était bien en fait au début parce qu'il y avait de l'effet de levier dessus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc on a des rendements qui sont finalement autour des SCPI, globalement. J'allais dire, en fait, le fonctionnement, ça ressemble énormément. Enfin, même si c'est du crowdfunding, comme tu l'expliques, ça ressemble énormément finalement à. Ouais, alors là, c'est pas des obligations, donc c'est plus proche des SCPI que le crowdfunding, je Ouais, dirais. c'est ça, c'est un peu hybride en fait. Ouais, c'est un peu hybride. Mais le montage, il est pas direct. En SCPI, tu es associé de la SCPI. Et qui dit associé de la SCPI, c'est qu'in fine, tu es propriétaire du parc. Tu as une certaine quote-part. Les BRICS, par contre, c'est un montage avec des royalties via une holding ou des choses comme ça. Et c'est pas du tout direct. D'ailleurs, l'AMF, pour l'instant, c'est assez récent, On a un a, peu épinglé, suivi, ouais. on a suivi l'histoire. Ouais. a un peu épinglé ce genre de pratique. Donc, on verra. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt non sur BRICS, personnellement. Ok. Bah, merci d'avoir donné ton avis en tout cas. Ma question est revenue. Super. Alors, ouais, il y avait donc il y a les SCPI et aussi il y a les OCPI, non? C'est Ouais, ça au PCI. OPCI, voilà, c'est ça. C'est quoi la différence? Ouais, au PC, donc c'est des organismes de placement communs en immobilier, quoi. Et en fait, c'est des fonds, globalement, qui vont investir en SCPI pour toi, qui vont déjà un petit peu diversifier et qui vont parfois aussi mettre un petit peu de bourse à côté. Ce que j'allais dire, il y a des actions souvent aussi des fois. Ouais, il y a aussi des C'est actions. mix. C'est un petit mix. Sauf qu'en fait, ça fait un millefeuille de frais. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est qu'il y en a, ils mettent ce genre de fonds dans une assurance vie. Donc, tu as les frais de l'assurance vie. Ensuite, tu as les frais de l'OPC. Ensuite, tu as les frais de la SCPI. Ou du fonds action qu'il y a. Et donc, moi, voilà, c'est aussi non pour ma part. C'est assez tranché dessus. Trop de frais, ça freine complètement le rendement. Et je préfère aller chez un spécialiste. Donc, les mecs en SCPI, c'est des spécialistes de l'IMO. Et quand je veux faire de la bourse, je vais voir des ETF, Ouais, bien justement, et pas passer par cette espèce de fonds qui a trop de frais, à mon sens. Ouais. Et aujourd'hui, toi, comment tu vois l'évolution des SCPI et comment tu vois l'évolution dans le contexte actuel qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est-à-dire remontée des taux, etc. Comment tu vois l'évolution des SCPI? Ouais, alors pour les SCPI, moi je me fais pas trop de soucis pour l'instant. Il n'y a rien de très alarmiste. Hein. Des taux qui augmentent. Enfin, ce genre de taux, c'est déjà arrivé. Hein. Les SCPI, comme je disais, ça existe depuis les années 60-70, donc ça va. Et donc, non, je vois. C'est très résilient les SCPI, donc justement, moi je me fais moins de soucis pour ce genre de classe d'actifs. Ok. Et je rebondis là-dessus, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des SCPI thématiques. Est-ce que toi, tu vas chercher une SCPI au contraire qui est très diversifiée parce que c'est ça qui est intéressant pour toi, ou est-ce que ça peut être intéressant de cibler des SCPI qui font que du bureau ou que certains types d'actifs immobiliers? Ouais, moi j'aime bien en fait voir les opportunités. Tu vois, je me dis pas en amont, je veux investir dans une SCPI qui traite de la santé, par exemple. Il y a des SCPI qui sont spécialisés dans ça. Mais je regarde l'offre en fait qu'il y a en SCPI et je me dis, ah ouais, cette SCPI, elle est quand même intéressante. Par exemple, moi, je pense à Activimo. Activimo, c'est une SCPI qui investit dans des entrepôts, de la logistique, etc. Et je me dis que c'est plutôt une thématique intéressante, tu vois, e-commerce, etc. Et une très bonne SCPI, Activimo, avec des jolis rendements, une belle gestion, je trouve. Et donc perso, je l'ai mis, tu vois, dans mon portefeuille. Mais après, ça reste un portefeuille diversifié. Donc, j'ai un petit peu la base, c'est-à-dire peut-être 60%, c'est des SCPI diversifiés. Et après, j'ai un petit peu de thématiques comme ça, où j'intègre des belles SCPI. Pas forcément pour leur thématique, mais parce que je les trouve belles, je les trouve intéressantes. Ok. Des SCPI plus patrimoniales, on va dire. Non, des SCPI patrimoniales dans le sens où elles existent depuis un moment. Comme tu avais dit, celle qui existe depuis 50 ans. Là. Ouais, épargne-pierre par exemple. Ouais. Voilà. Ça, quand tu as une SCPI, grosse capitalisation, très belle performance historique, même si, ça ne veut rien dire à l'avenir, mais quand même, et puis diversifié, ouais, ça peut être un bon cœur de portefeuille, clairement. Ok.
Et tu l'as rapidement évoqué dans ton parcours tout à l'heure. Ouais, toi, tes parents ont fait un peu d'immobilier physique. Toi, aujourd'hui, tu n'en as pas encore fait. Pour toi, quels seraient, on va dire, les pour et les contre? En fait, pourquoi, entre guillemets, toi, tu t'es pas lancé dans l'immobilier physique? Ouais, en fait, c'est toujours un peu une question d'arbitrage de mon temps. C'est-à-dire que j'ai une activité, moi, qui marche très bien, qui me demande pas mal de ressources en temps, en charge mentale, etc. Et donc, si je me lançais dans un projet IMO, forcément, ça prend aussi de la charge mentale, ça prend aussi du temps, de la recherche, etc. Donc toi, c'est cet aspect gestion, en fait, qui te plaît ouais, là-dedans? ouais. Pour l'instant, j'ai pas le temps à allouer à ça. C'est-à-dire que je préfère passer du temps, pour l'instant, sur mon entreprise, avec les clients que j'accompagne ou des choses comme ça, que investir en IMO. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête, ça viendra un jour. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie, j'en ai pas non plus la nécessité, donc ça se passe bien, moi, mon entreprise marche bien, tu vois, donc bon, pour l'instant, j'ai pas envie de me rajouter ça. J'ai beaucoup de choses à penser, tu vois, déjà, donc Puis tu te crées un patrimoine financier quand même assez important aussi. ouais, voilà, je me crée un patrimoine financier, j'ai bien diversifié, et puis ouais, la dernière pierre, ça sera l'IMO physique, je pense, ouais. Ok, bon, tu nous appelleras quand ça arrivera. C'est prévu, oui, ça c'est sûr. Super. Mais écoute, merci beaucoup Mathieu pour tout ton partage. Est-ce que tu as une ressource, une conseil. appli, ou un conseil, quelque chose à partager aux gens qui nous écoutent, pour ceux qui voudraient se renseigner ou investir dans les SCPI. Ouais, exactement. Ouais, alors j'ai sorti une vidéo, moi, guide complet sur la SCPI. Ça reprend un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc ça, sur ma chaîne YouTube, Mathieu Louvet. Il y a un article, non, aussi. Et il y a l'article associé sur Pour mon ceux qui site préfèrent lire. c'estinvestir.fr. Sinon, pour aller plus loin, je pense qu'il y a plein de ressources sur Internet. Il y a des choses il y a des gens qui font bien les choses, je voulais dire. Il y a mon associé aussi qui a une chaîne YouTube qui se spécialise vraiment sur les SCPI. Je pense que ça vaut le détour. C'est Benoît MZ sur YouTube. Et puis globalement, après, ouais, sur Internet, il y a plein de choses, hein. Moi, j'aime bien un site qui s'appelle Prime Alliance. Donc, c'est aussi, tu vois, une plateforme conseillée. Donc, ils peuvent aussi te distribuer des SCPI. Mais ils mettent des ressources un peu. Ouais, alors, quand tu vas analyser des SCPI, tu peux. Pour commencer, c'est bien Prime Alliance. Tu vois, tu tapes la SCPI et tu as un petit peu tout l'historique, tu as plusieurs onglets. Donc, ça peut être intéressant. Et puis après, évidemment, quand tu veux acheter des SCPI, il faut toujours passer par le bulletin trimestriel ou annuel. Ça, faut le regarder. Et voilà. Donc, ouais. La chaîne YouTube, surtout, je dirais, ouais, si tu veux vraiment approfondir les choses sur la SCPI, la chaîne YouTube de Benoît. Voilà, Benoît, ou la vidéo de Mathieu sur la chaîne S'investir. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Je pense que là, vous avez de quoi faire si vous voulez investir dans la SCPI. Vous avez pas mal d'infos aujourd'hui. Et si les gens ils veulent aller plus loin, justement pour mettre en place une stratégie et investir dans les ETF et les SCPI, de façon à le faire correctement et être accompagné pour le faire, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Yes, donc ouais, ça, si vous voulez apprendre vraiment l'investissement en bourse, l'investissement passif et un peu toute ma philosophie d'investissement et aussi du coup les SCPI, le crowdfunding, donc ça, moi j'ai un programme d'accompagnement sur ça. Et donc ça, c'est... Ouais, il y a des masterclass. Bon, d'ailleurs, je vous ai invité. Il y a des masterclass avec des invités experts comme eux sur l'IMO, sur le crowdfunding, justement sur les SCPI. Il y a tout un module sur les SCPI. Et donc ça, c'est le programme qui s'appelle LBD et c'est sur mon site internet aussi, c'estinvestir.fr. Ok. Et pour te contacter, le site pareil, c'estinvestir.fr? Ouais, c'estinvestir.fr. T'as des réseaux que tu utilises particulièrement pour parler avec ou les sinon, gens? ouais, mon Insta. Ok. Mon Instagram, Mathieu Louvet ou s'investir-du-bas. Ou la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, ouais. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Avec plaisir. Merci à Ciao. vous. À la prochaine.